Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Farida Chaheb et aujourd'hui je vais vous présenter le procédé de fabrication des céréales au petit déjeuner, un produit qu'on consomme presque tous les jours sans forcément connaître la science qu'il y a derrière. Pour mon introduction, quelques chiffres. Le marché mondial du céréales cette année s'élève à plus de 47 milliards de dollars. D'ailleurs, 9 Canadiens sur 10 en consomment. Je vous laisse faire les maths. Derrière ce simple produit se cache un procédé complexe, industriel, où interviennent la chimie, les transferts de chaleur, les sciences des matériaux et bien plus encore. Le but de ce procédé, simple, transformer une matière première agricole en un produit alimentaire stable, croustillant et agréable en bouche, tout en respectant les exigences de sécurité et de qualité. Et maintenant, passons au plan. Donc pour vous expliquer ce procédé plus ou moins complexe, je vais vous les décrire en 4 étapes concises et précises. Premièrement, la préparation des matières premières, puis la cuisson et la formation de la pâte, pour passer à la mise en forme et le séchage, et pour finir, les finitions, donc l'enrobage, l'emballage et le contrôle de qualité. Donc cette diapositive vous montre tout simplement la vue d'ensemble du procédé industriel au complet. Comme vous pouvez le voir, nous avons du numéro 1 au numéro 19. Le premier et le deuxième représentent la préparation des matières premières. Puis le numéro 3, c'est tout simplement la cuisson et la formation de la pâte. Puis nous passons du quatrième au 12e numéro. Ces étapes-là, ce sont tout simplement la mise en forme et le séchage. Et pour finir, de 12 à 19, c'est la finition, l'emballage et le contrôle de la qualité. Ces étapes s'enchaînent de façon continue dans une ligne de production automatisée, où chaque paramètre tel que la température, la pression, l'humidité sont soigneusement contrôlés afin de pouvoir assurer un produit continu. À partir de maintenant, nous allons plus rentrer dans le détail. Premièrement, la préparation des matières premières. Pour commencer, c'est la sélection des graines. La sélection des graines est très précise. Elle dépend des saisons, de la texture qu'on veut, de la recette qu'on souhaite réaliser, de l'humidité, de la teneur en eau, de la taille des graines, etc. Tout commence avec la sélection. On peut utiliser différents types de céréales, comme je l'ai dit précédemment, selon la recette et le goût recherché, tels que le maïs, le blé, l'avoine, le riz, ou parfois même un mélange de tout ça. Le choix dépend du produit nutritionnel et de la texture souhaitée, mais surtout du goût. Une fois réunis à l'usine, on veut passer à un nettoyage rigoureux, ce qui est très important, que ce soit pour la protection des équipements, mais aussi pour la sécurité alimentaire. Comment cela se fait? Tout simplement, on élimine les pierres, les poussières et les impuretés à l'aide de tamis vibrants, par exemple, ou de séparateurs pneumatiques, mais aussi des aspirateurs de fines particules, pour vraiment pouvoir nettoyer le grain en profondeur. Ensuite, les grains sont homogénéisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va les mélanger à des ingrédients qu'on dit secondaires, tels que le sel, le sucre, les arômes, les vitamines, etc., justement pour uniformiser la composition. D'un point de vue purement génie chimique, cette étape est un mélange solide-liquide où il faut assurer une répartition homogène pour éviter les variations de goût et de texture. Alors, à cette étape du procédé, le mélange homogène qu'on a obtenu précédemment est envoyé dans un cuiseur à vapeur industriel qui opère à une température de 110 à 130 degrés Celsius. En même temps, nous aurons une cuisson qui va se faire, donc des liaisons qui vont se produire entre les protéines et le sucre pour une meilleure cohésion du mélange. L'objectif, la gélatinisation de l'amidon. Pour le faire plus simple, les graines vont absorber l'eau, gonfler pour devenir malléables. À partir de ce moment-là, nous allons obtenir une pâte visqueuse et uniforme, qu'il faudra donc refroidir progressivement, mais pas trop vite, pour éviter qu'elle se désagrège. La viscosité est à vraiment prendre en compte. Pourquoi? Si elle est trop liquide, elle ne prendra pas forme. Si elle est trop rigide, elle risque de se fissurer, chose qu'on ne veut pas. Une fois ça terminé, nous allons passer à la mise en forme, chose dont je vous parlerai un peu plus en détail dans la prochaine diapositive. Nous parlerons de l'extrusion et du laminage, et plus précisément la différence entre les deux. Maintenant, d'un point de vue de génie chimique, cette étape est vraiment très intéressante, car elle illustre plusieurs phénomènes que nous étudions. Par exemple, le transfert de chaleur, qui permet de bien répartir la température à travers tout le mélange, mais aussi le transfert de masse, donc qui correspond à la diffusion de la vapeur d'eau et des sucres. La gélatinisation, surtout, donc on transforme une structure interne du grain et on lui donne une texture plus souple et expansive.
C'est une étape qu'il faut contrôler avec précision, notamment la température, l'humidité, le temps de cuisson et la pression pour obtenir un produit final stable et de qualité. Une fois cette pâte bien formée et stabilisée, elle passe à l'étape de mise en forme et de séchage, où elle prendra enfin la texture croustillante et la forme qu'on retrouve dans les céréales d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit précédemment, nous allons passer à la différence entre l'extrusion et le laminage. Nous voulons deux produits différents. Donc, nous allons procéder à deux équipements différents. Tout d'abord, l'extrusion. Tout simplement, nous allons pousser la pâte à travers une filière métallique sous haute pression. Qu'est-ce qu'une filière? C'est tout simplement un moule qui va venir lui donner cette forme un peu plus amusante, telle que des boules, des étoiles, etc. Une fois sorti de la mise en forme, nous allons subir une décompression, donc une baisse de pression. Ça, plus la vaporisation de l'eau interne de la pâte va lui donner une forme aérée et expansée pour avoir justement ce résultat et ces formes un peu plus attrayantes. De l'autre côté, le laminage qui est un petit peu l'opération inverse, nous voulons aplatir la pâte entre deux gros rouleaux pour avoir une couche très très fine. À la sortie de la mise en forme, justement, nous allons obtenir une pâte qui est beaucoup plus mince et aplatie. Pour obtenir cette texture dense et croustillante, nous allons avoir recours à un deuxième chauffage, donc un chauffage à air chaud pour pouvoir obtenir justement une teneur en eau de 4 à 6%. Maintenant que cela est fait, nous allons passer à la quatrième et dernière étape. La dernière phase comprend trois étapes principales: l'enrobage, le séchage final et l'emballage. Pour l'enrobage, les céréales seront placées dans des tambours rotatifs où on y ajoutera du sirop de miel, de sucre ou de chocolat par exemple. Ce sirop, après avoir été séché, va lui donner justement cette couche brillante et croustillante. Quant au séchage, nous avons un séchage final, à air chaud, pour justement éliminer toute trace d'humidité restante, donc environ 1 à 2%. Cela va empêcher la moisissure et prolonger la durée de conservation des céréales. Enfin, les céréales sont refroidies, pesées, puis emballées dans des sacs multicouches hermétiques. Sauf que, avant d'être expédiées, elles passent par un contrôle de qualité. On contrôle l'humidité, la densité, le goût, la texture et la conformité du lot. Ces contrôles sont effectués d'après les normes établies par l'Ordre des ingénieurs du Québec et principalement par les réglementations alimentaires canadiennes. Pour conclure, la fabrication des céréales illustre parfaitement le rôle du génie chimique dans le monde agroalimentaire. Chaque étape mobilise des principes scientifiques tels que la thermodynamique, les transferts de masse, de chaleur et bien plus encore. L'ingénieur chimique s'assure que le produit fini soit sûr, stable et conforme aux attentes des consommateurs. Mais aussi, il sert à optimiser les procédés pour réduire la consommation d'énergie et aussi l'impact environnemental. Finalement, ce procédé montre bien que la science du génie chimique ne s'arrête pas aux raffineries ou au laboratoire, elle se présente même dans notre bol de céréales le matin. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec les références. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a permis de comprendre le travail technique et scientifique derrière le procédé.